Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La montée des nationalismes et des droites extrêmes dans le monde est telle que l'on parle de retour du fascisme comme si nous étions de nouveau dans les années 30. Mais ce que l'on appelle le populisme est-il un fascisme? Et qu'est-ce qu'on appelle le populisme? L'illibéralisme, l'autoritarisme? Est-ce que c'est réservé à la droite et à l'extrême droite? Qu'en est-il du populisme de gauche? Pour en débattre, nous avons invité Pierre Birnbaum. Vous êtes l'un des pères de la sociologie politique en France, une discipline que vous avez enseignée à la Sorbonne et à Sciences Po. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Jeunesse du populisme, Le peuple et les gros. C'était paru en 1979, réédité en 2012, et de Où va l'État, essai sur les nouvelles élites au pouvoir, où il est question également du populisme. C'est paru en mars dernier aux éditions du Seuil. C'est quoi le populisme pour vous, Pierre Birnbaum? C'est un peu une gageure de répondre en quelques secondes. Je pense que les populistes sont ceux qui, au nom d'une idée unifiée du peuple, mobilisent des idéologies à l'encontre d'une élite qui est dotée au fond de capacités qui au fond sont proches du complot, de la domination, de l'oligarchie. Et les populistes tentent de mobiliser un peuple qui serait, lui, innocent contre des puissants qui le domineraient impunément. Annie Lacroix-Rive, vous êtes professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 7. Vous avez beaucoup écrit sur les années 30 et la Deuxième Guerre mondiale. Des livres comme Le choix de la défaite, Les élites françaises dans les années 30 ou Les élites françaises 1940-1944 de la collaboration avec l'Allemagne à l'Alliance américaine. C'est paru chez Armand Collin. Je précise que vous êtes membre du PRCF, le pôle de renaissance communiste en France. C'est quoi pour vous le populisme ? Écoutez, moi, c'est un concept que je n'utilise jamais parce qu'il a une acception historique très claire pour moi. Il se confond avec des courants du 19e siècle, en particulier un courant très progressiste américain qui, comme vient de le dire M. Birnbaum, effectivement, a tendance à dresser une partie du peuple ou le peuple contre ce qu'on appelait les barons voleurs. Et c'est donc un concept que je juge, moi, très positif. Et ce qui me frappe dans l'acception actuelle du terme populiste, c'est que c'est un terme très confus, très confusionniste, et surtout qui vise à associer ce qu'on pourrait appeler les droites extrêmes, ce que vous avez appelé les droites extrêmes, et les gauches extrêmes, ou les gauches qui veulent des changements profonds. Et par conséquent, en plus, une confusion qui a une histoire en France, et une histoire à très fortes conséquences, c'est-à-dire qui relève de la volonté de nier l'existence du fascisme, et en particulier, puisque nous sommes en France, du fascisme français. Et ça renvoie en particulier à un débat qu'on croit récent, mais qui a commencé dès les années 1950 à l'Institut d'études politiques, et qui finalement a rendu complètement tabou la question du fascisme en France. François Bousquet, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la revue Éléments, la revue de la Nouvelle Droite, fondée en 1973 par Alain de Benoît, et vous dirigez la Nouvelle Librairie qui a ouvert ses portes en juillet dernier, rue Médicis à Paris, là où se trouvait la librairie de l'Action française, puis de Georges Valois, l'animateur du Faisceau à l'époque. Votre dernier livre, La droite buissonnière, est consacré à Patrick Buisson. C'est paru aux éditions du Rocher. Alors c'est quoi pour vous le populisme? Alors, je me plie à l'exercice que vous nous proposez. Il n'y a pas de définition dans l'absolu du populisme, il n'y a pas de concept du populisme, c'est un mot qui souffre d'une indéfinition généralisée. Mais admettons et posons une définition convenue et assez journalistique, je crois que c'est la protestation des peuples contre la confiscation de leur souveraineté. Ça, c'est une définition plutôt générique. Moi, j'ai une définition personnelle, mythique, portée par une profonde nostalgie. C'est tout le monde faubourien, plébéien, boutiquier, parisien, qui ne veut pas mourir, je crois. Il y a un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline, qui illustre à merveille, je trouve, les grandeurs et les misères du populisme. Thomas Guénolé, vous êtes politologue, vous êtes l'auteur de La mondialisation malheureuse en 2016, d'Islamo-psychose en 2017, d'Antisocial en 2018, membre de la France Insoumise. Vous serez candidat aux élections européennes en 2019. Le populisme, pour vous? Je vais vous répondre sur le populisme de gauche. Vous avez comme situation de départ une foule d'individus atomisés, chacun avec leurs préoccupations, leurs problèmes, leurs attentes, leurs espoirs, leurs angoisses. Mais il y a une ligne de partage assez claire, c'est qu'il y a une partie de la population qui sont dans la situation d'être des dominés. Et la proposition du populisme de gauche, c'est
de transformer cette foule d'individus dominés en un peuple conscientisé sur un projet politique en commun pour renverser les élites qui, elles, sont les dominants. Et donc, on est sur une fracture entre les dominants et les dominés qui est plus large que simplement, à une époque, le fait de prendre parti pour la classe ouvrière. Donc, ça ressemble furieusement à la lutte des classes, mais en étant sur une alliance de classes plus large. Alors avant de commencer ce débat, je vous propose un petit rappel de ce qui s'est passé depuis le mois de mai. Regardez. Le Golden Dawn, ou l'aube dorée, en quelques années, ce parti néo-nazi est devenu la troisième force politique en Grèce. Golden Dawn, le parti d'extrême droite qui est monté sur le devant de la scène politique pendant une vague de violence. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, chef de l'extrême droite, a donné le ton de la future politique italienne. Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie. Preparatevi a fare le valigie. Un mois après son arrivée à la tête du gouvernement autrichien, le conservateur Sebastian Kurz réaffirme sa ligne dure en matière d'immigration. J'ai grandi au sein de l'Union européenne en observant un pilier essentiel. Mais l'Europe sans frontières ne fonctionnera que s'il y a une véritable frontière extérieure. Au lendemain des élections législatives, le scrutin confirme une poussée de l'extrême droite. Le Parlement européen hausse le ton contre la Hongrie et déclenche une procédure rare contre Budapest, en cause selon lui la violation de la démocratie et des droits de l'homme. Le Premier ministre avance la souveraineté du peuple hongrois qui a voté en faveur de cette politique. Monsieur le vice-président, soyons directs l'un envers l'autre. La Hongrie va être condamnée parce que les Hongrois ont décidé que ce pays ne serait pas un pays de migrants. Après 15 ans de gouvernement libéral, le Québec a élu hier un gouvernement nationaliste. Comme promis durant sa campagne, Donald Trump a donc fait pencher la Cour suprême dans le camp conservateur, et ce, pour de nombreuses années. Il y a quelques heures, le Sénat américain a confirmé le juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. Autre élection au Brésil, Jair Bolsonaro est arrivé largement en tête de la présidentielle. Le candidat ultra-conservateur recueille plus de 46% des voix. C'est toute l'Amérique du Sud qui attend de savoir si, pour la première fois de son histoire, le pays le plus grand du continent tombera sous le joug de l'extrême droite par les urnes. En marge de la fête de la communauté en Espagne, à Valence, ont lieu des affrontements entre la police et des groupuscules nationalistes. En Allemagne, sans surprise, le parti conservateur bavarois en difficulté en Bavière. Comme prévu, l'AfD tire bien son épingle du jeu. Le parti d'extrême droite fait son entrée au Parlement bavarois. Là, ce sont les droites extrêmes, ce sont elles qui font des percées aux élections. Tous ceux que l'on a vus là, qu'ont-ils en commun? Est-ce qu'ils ont d'abord quelque chose en commun à vos yeux, Pierre Birnbaum? Je crois qu'on mélange un petit peu de tout quand même, parce que quelles que soient les folies d'un Donald Trump, il est obligé de respecter la structure fédérale des États-Unis, les contre-pouvoirs, la Cour suprême, les États fédérés. Il y a tout un ensemble de villes et de comtés et d'États qui se rebellent, qui prennent des décisions contraires. Donc, quelle que soit la folie qui est la sienne, il n'est pas en tant que tel, ni fasciste, ni il a une dimension populiste, bien sûr. Et justement, c'est pour ça qu'on a choisi aussi le fait qu'il ait nommé ce juge-là à la Cour suprême, parce que tout le monde a insisté sur le fait que c'était un juge ultra-conservateur, comme le précédent qui avait été nommé par... Le conservatisme n'est pas forcément un populisme, au voilà. contraire. Et la question pour vous, justement, Donald Trump n'a pas forcément à voir, même si c'est un populisme, il n'aurait pas forcément à voir... Il a une dimension populiste, bien sûr. Il essaie d'attirer vers lui les classes laborieuses qui ont été maltraitées par la désindustrialisation, l'économie mondiale, etc. Mais on est très loin de l'exemple hongrois, par exemple, où l'exemple hongrois, on a véritablement les années 30 qui reviennent, la volonté de reconstruire une communauté hongroise sur le sang, sur la race. On a un antisémitisme croissant avec Soros comme tête de Turc. C'est tout à fait un autre phénomène. Soros, Je trouve qu'on a quand même une très grande différence entre la Hongrie et les États-Unis,
Annie Lacroix, vous êtes d'accord ? Non, moi je pense que ce qu'on appelle le populisme, en tout cas le populisme de droite, c'est quelque chose qui nous renvoie aux conditions de la crise des années 1930 et à ce qu'on pourrait appeler, ce que Naomi Klein avait qualifié il y a quelque temps, et qu'on peut appeler la politique de la poigne ou la politique de la casse. C'est-à-dire qu'à un moment donné des crises, il est indispensable, parce que les populations se sentent sous contrainte, d'envisager des formes beaucoup plus autoritaires de pouvoir. Et je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il n'y a rien en commun avec les uns ou les autres, ou avec le fait qu'on pourrait distinguer des particulièrement fascistes et des particulièrement vilains avec retour aux années 30 et des gentils. Non. Il est d'ailleurs très significatif, il faut le noter, que les États-Unis, qui n'ont pas changé de système politique dans les années 1930, aient vu, en ce qui concerne l'Europe, les systèmes fascistes extrêmement avantageux, après de très grandes faveurs pour Mussolini, qui était considéré comme une sorte de symbole de la civilisation occidentale, en tout cas européenne, les États-Unis, les patrons américains, qui avaient en Allemagne de très très gros investissements, ont jugé absolument excellente la solution allemande, parce que, comme le disait très bien un patron en 1935, un consul américain, finalement, depuis qu'Hitler est au pouvoir, mes ouvriers sont bien plus tranquilles, il n'y a plus de grève, il n'y a plus de syndicats. Il faut bien voir qu'on est dans une conjoncture qui, d'une part, conduit à cette politique de la poigne, qui, d'autre part, fait venir au jour des gens qui sont représentatifs de couches sociales qui ont eu le haut du pavé politique dans les années 1930. Et enfin, je voudrais poser une question qu'on ne pose jamais, ou pas souvent malheureusement, c'est-à-dire qui fait roi qui finance qui? Est-ce qu'il y a, c'est quand même une question fondamentale, est-ce qu'il y a des facteurs communs entre les groupes qui se sont constitués, qui ont obtenu des succès considérables, et les groupes de l'entre-deux-guerres? Est-ce qu'il y a, par exemple, du financement patronal, du financement grand patronal? Qui paie qui? Un parti, c'est cher. Des moyens, c'est cher. Un affichage de presse, c'est considérablement cher. Et qui possède la presse? Et vous voyez, à partir du moment où on pose les questions en termes de conspirationnisme, finalement, on n'arrive jamais à poser cette question. François Bousquet, qu'est-ce qui... Sur la question, votre première question, celle du fascisme, la comparaison est assez éculée, l'histoire recommence en farce. C'est vrai, on refait le retour des années 30, les heures les plus sombres. Le contexte historique est radicalement différent. Les années 20-30, c'est une révolte des masses. Là, on assiste à une réponse à la révolte des élites qui se sont retranchées dans leur quant à soi. Alors ensuite, la question du phénomène populiste, est-ce qu'il y a un dénominateur commun, un plus petit dénominateur commun à tout ce phénomène populiste qui est polysémique, je vais y revenir. Oui, il y en a un, assurément, c'est la question migratoire, qu'on retrouve dans tous les populismes, quels qu'ils soient, en France, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord. Pour autant, j'aime beaucoup la boutade d'Isaiah Berlin, qui est un chercheur, il dit, cherchant à définir le populisme, il parlait du complexe de Cendrillon, à propos de la chaussure de Cendrillon. La chaussure populiste peut chausser du 38 et du 46, la morphologie peut s'adresser du populisme à un populisme de gauche, qu'a évoqué Thomas Guénolé, un populisme de droite. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le Front National de Marine Le Pen, qui a une dimension ouvriériste très très affirmée, on s'attendait à... Aujourd'hui, mais depuis quelques années, en tout cas sous l'influence de Florian Philippot, et l'UDC de Blocher. Quel est le point commun entre le populisme brésilien actuel aujourd'hui, plutôt évangélique, et la France périphérique déchristianisée qui vote pour le Front National? Il n'y en a aucun. Donc je crois qu'il faut qu'on renonce à ce concept creux qu'est le populisme.
populisme, qui est d'abord, c'est un contenu sans contenant, c'est un style, c'est une manière d'être au monde. Néanmoins, il y a peut-être une autre chose qu'on peut voir et qui existe aussi dans le populisme de gauche, c'est une demande de régulation. Mais vous le retrouvez également dans l'électorat du Front National. Hein. Oui, l'articulation. La demande de régulation, c'est peut-être ce qu'il y a de commun à tous ceux que l'on qualifie de populistes et qu'on a pu voir là. Alors vous le retrouvez en Italie, on le retrouve en Italie, en France, dans les populismes de droite, hein, oui, ça aussi. Mais vous le retrouvez pas en Autriche, vous le retrouvez pas au Danemark, hein, assez peu en Hongrie. Mais c'est vrai, de fait, en France, il y a une double articulation, c'est la thèse de Guy Lui, d'insécurité culturelle, donc la civilisation, l'immigration, la sécurité, etc., l'insécurité, pardon, et également d'insécurité sociale, la hantise du déclassement. Et ce qui fait que Marine Le Pen a préempté tout le vote ouvrier, ce qui est un dilemme assez important pour les Insoumis. Thomas Guénolé ? Tout le vote ouvrier, ça n'est 40%, pas vrai. Oui, 40%, ça veut dire aussi que 60% des ouvriers ne votent pas pour l'extrême droite. Merci pour eux. Non, il y en a que 20% qui votent pour vous. Mais non, mais certes, nous ne sommes pas premiers, mais dire que tout le vote ouvrier a été récupéré par Marine Le Pen, ça n'est pas vrai. C'est un énorme bloc. Ouais. Et que pendant ce temps-là, il y a 60% des ouvriers qui votent pour des offres différentes, certes, dispersées, mais qui ne votent pas pour d'autres formes d'extrême droite. Entendez-le. C'est tout ce que je dis. Ouais. Donc ils ont la majorité, je vous l'accorde, mais ils ont la majorité relative. Ni la majorité absolue, ni l'unanimité. C'est tout ce que je dis. Bien sûr. Et la plus grosse force d'élection en élection dans le vote ouvrier, en fait, c'est le non-vote, c'est-à-dire l'abstention. Alors ensuite, qu'y a-t-il de commun entre tous ces gens ? Il y a quelque chose de commun. Voilà, je reviens à votre question, c'est-à-dire quels sont les points communs entre tous ces phénomènes. Il y en a qui, pour moi, permettent de dire assez simplement que ce sont des offres politiques d'extrême droite. C'est simple. Ils défendent des positions réactionnaires en matière de mœurs. Vous voyez les caractéristiques de M. Cavanaugh qui a été envoyé à la Cour suprême, ses positions sur l'IVG par exemple, c'est dans le cas de Donald Trump. Vous voyez ce que raconte Bolsonaro aussi sur les homosexuels, etc. Vous voyez les positions qui peuvent être défendues par Orban, par Salvini, etc. Donc réactionnaires sur les mœurs, en gros, sur les relations interpersonnelles, plus d'ordre privé. Ce sont des gens aussi qui sont dans la désignation d'un bouc émissaire qui est l'immigré ou le soi-disant immigré. Pourquoi je dis soi-disant immigré ? Parce qu'en France, vous citiez tout à l'heure le concept d'insécurité culturelle. Insécurité culturelle fait partie de ce langage codé pour dire j'ai un problème avec les Arabes. C'est-à-dire, on va vous parler insécurité culturelle, ça veut dire j'ai un problème avec les Arabes, en France en tout cas. On va vous parler il y a trop d'immigration, c'est une façon élégante de dire je trouve qu'il y a trop d'Arabes, etc., etc. Ça permet d'être raciste impunément dans le discours en utilisant des contorsions sémantiques. Et à une époque, on disait les Maghrébins, et à une époque, on disait ceci, cela. Donc, la désignation d'un pas nous qui est présent et qui nous envahit, et tout est de sa faute. Donc, il y a ça. Il y a le référentiel de l'État policier, c'est-à-dire ce qu'il nous faut, c'est plus de poignes, plus de police, moins de contrôle sur l'action policière, les juges sont rouges, etc., etc. Et en matière de programme économique, eh bien un programme économique qui en réalité va dans le sens de l'intérêt des plus riches et des grandes firmes. Là-dessus d'ailleurs, c'est un point sur lequel je voudrais insister, l'extrême droite, quand elle se présente, et tous les mouvements d'extrême droite, à ma connaissance, se présentent comme des défenseurs du peuple en général et de la classe ouvrière, des pauvres en particulier, contre les élites, mais c'est une arnaque. Je vous prends quelques exemples très brièvement pour pouvoir exposer ça. Le programme de Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite au Brésil, il propose, quand on prend la peine de lire ses propositions, c'est quelqu'un qui propose quand même 200 milliards de dollars de privatisation de services publics qu'il va donc vendre à la découpe aux grandes fortunes, aux grandes banques, aux grandes firmes. Et c'est quelqu'un qui propose pas grand-chose, la privatisation de l'intégralité du système des retraites, ce qui veut dire que les plus pauvres, par définition, ne pourront pas se le payer. Prenons Trump. Trump, c'est quelqu'un qui a déjà fait voter 1200 milliards de dollars de baisse d'impôts pour les 1% les plus riches de la population. Et Viktor Orban, ce sont des politiques, quand on s'intéresse à sa politique économique et sociale, ou plutôt antisociale. Vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en train, lui aussi, de proposer déréglementation du marché du travail, privatisation, mise en cause des droits sociaux, etc. Tout en étant sur le totem des migrants. Vous voyez ? Et dernier exemple, Salvini a eu récemment une rencontre qui a été médiatisée, qui a été révélée par le Guardian, entre autres, donc une rencontre avec un lobbyiste célèbre qui s'appelle Tony Blair, pour lui confirmer qu'il y aurait absolument un soutien du gouvernement italien à un projet de gazoduc pour pouvoir acheminer du pétrole en Italie, qui est donc dans l'intérêt, en l'occurrence, il y a un fort lobbying là-dessus, de grandes firmes pétrolières. Et donc j'insiste sur ce point, quand l'extrême droite dit qu'elle défend la classe ouvrière, qu'elle défend les pauvres, etc., il s'agit d'une posture et plus précisément d'une imposture, puisque, encore et toujours, l'extrême droite collabore avec la finance, avec les puissances d'argent,
avec les plus riches. Et donc là-dessus, il y a surtout une désignation d'un bouc émissaire, l'immigré, le pas de chez nous, etc., ce qui permet que les gens qui sont les perdants de ce que j'ai appelé dans mon bouquin la mondialisation malheureuse, ils se retrouvent dans une situation où finalement on leur propose une diversion. Au lieu de regarder le vrai problème, c'est-à-dire par là, on leur dit non, regardez à côté de vous, par là, le type qui n'a pas la même couleur de peau que vous, en fait, c'est sa faute si vous avez des problèmes. On lui désigne aussi une élite, à savoir les gens de Bruxelles, ou Trump l'a dit pour les gens de Washington. Sauf que, pardonnez-moi, quand il y a une charge contre l'Union européenne, c'est avant tout pour dire qu'elle fait rentrer trop de migrants, trop d'immigrés, c'est-à-dire, encore une fois, trop d'Arabes, trop de gens qui ne sont pas comme nous, etc. C'est de prendre la partie pour le tout, là. Vous péchez par métonymie. Le problème, il est migratoire, il ne concerne pas seulement les Arabo-musulmans. Si je peux me permettre, vous me faites une transition, je voulais préciser que le pic d'arrivée de réfugiés ou migrants, appelez ça comme vous voulez, dans l'Union européenne, ça représente au total 0,2% de la population européenne. Donc là aussi, il y a un mensonge du côté de l'extrême droite. Pierre Birnbaum, le peuple, le sous-titre de votre livre, Jeunesse de populisme, c'était le peuple et les gros. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Thomas Guénolé ? Écoutez, par beaucoup d'aspects, je pense que vous avez entièrement raison. Je ne sais pas très bien comment vous répondre. Je pense que la dimension, effectivement, de la migration et la peur des migrants est quelque chose d'important pour expliquer, effectivement, l'inquiétude de beaucoup de nos concitoyens ou dans d'autres pays. On l'exagère beaucoup. Si vous regardez les rapports de... Comment s'appelle-t-il, notre ami qui a été nommé au Collège de France récemment, il montre très bien à quel point la migration est tout à fait excessive. Elle n'est pas excessive, excusez-moi, elle est excessivement basse et tout à fait exagérée. Donc il y a une manipulation, c'est évident de ce point de vue, et au contraire, la société occidentale et d'autres ne pourraient que gagner, au fond, à ce qu'il y ait des migrations qui continuent. Je crois que, pour aller tout de même dans votre sens, on pourrait ajouter à quel point l'extrême droite, avec par exemple en France Soral, utilise cette théorie du grand remplacement pour... Marine Le Pen aussi. Renaud Camus, c'est Soral qui en est quand même à l'origine, oui, c'est vrai, et c'est lui qui a lancé ce thème qui a beaucoup quand même d'influence et qui fait peur aux gens. Enfin, on a l'impression que la société française, le petit paysan avec son camembert et son béret sur la tête va être remplacé par ces personnes qui viennent d'Afrique. Et il y a là une inquiétude qui est manipulée au fond par l'extrême droite et par les réseaux. Il y a une dimension aussi antisémite là-dedans qui revient tout le temps, en particulier chez Soral, et on peut la voir appliquée à toutes sortes de phénomènes, par exemple à Macron. Il y a je ne sais pas si vous avez vu la manière dont Soral essaie de montrer comment Macron est la tête pensante de l'invasion de la France et du remplacement de la France. On la retrouve du côté aussi des journaux soviétiques. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview des journaux russes, excusez-moi. Vous savez, ce sont les vieilles habitudes. Oui, et on peut regretter qu'elles aient disparu, madame. On peut regretter qu'elles aient disparu. Elles sont tenaces. Oui, mais on peut regretter qu'elles ne soient plus là. Continuez. Soral a fait une interview à Komsomolskaya Pravda montrant comment Macron était un juif dominé par Rothschild, Washington et les sionistes du monde entier. Et il y a tout un ensemble, au fond, de vecteurs qui s'ajoutent pour, à droite comme à gauche, malheureusement parfois, pour dénier, au fond, toute légitimité à son élection. François Bousquet. Sur l'extrême droite, Thomas Guénolé fait un recours, me semble-t-il, assez abusif sur cette notion d'extrême droite, qui est un mot obus, qui sert à disqualifier tout le monde. En réalité, c'est le point Godwin. Il y avait le point Godwin d'Hitler, mais il y a le point Godwin du fascisme, il y a le point Godwin du populisme, de l'extrême droite. Tout le monde, il est d'extrême droite. C'est la schtroumpfisation, en réalité, des partis politiques et des mouvements populistes. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai même pas eu de discours péjoratif. C'est une catégorie schtroumpf. Sur le grand remplacement, oui, c'est le cœur, manifestement, c'est le cœur des populismes. Et c'est une théorie qui a été portée par Renaud Camus, qui n'est pas antisémite, mais qui est plutôt philosémite, pour ce qui concerne Renaud Camus. Donc, évidemment, c'est une hantise qui traverse les peuples européens en particulier, et cette hantise me semble assez légitime. Aux États-Unis, avec les latinos. Également aux États-Unis, bien sûr, mais je m'intéresse, disons, prioritairement à la question européenne, et il faut l'interroger de deux choses l'une, ou bien les peuples qui s'en remettent au populisme sont des abrutis, ce qui est tout à fait possible, naïfs et crédules, et en proie
droit aux démagogues et aux tribuns. Pourquoi pas, après tout, mais ça fait beaucoup de gens dont le quotient intellectuel est assez faible et manipulable à volonté, où il y a réellement un problème. Alors on entend depuis 20 ans qu'il n'y a pas d'immigration en France, mais manifestement l'INED et l'INSEE sont des spécialistes en blanchiment statistique. C'est que les immigrés qui rentrent dans les moteurs de recherche de l'INED ressortent français. Donc les Français font un constat, les Français, les Italiens, les autres peuples européens font un constat différent. Donc il faut interroger. Et pourquoi font-ils ce constat? C'est qu'ils se sentent menacés dans leur mode de vie. Pas seulement dans leur niveau de vie, mais dans leur mode de vie. C'est quoi un mode de vie? C'est les éléments tangibles d'une communauté de mœurs. Vous parliez de mœurs. C'est-à-dire, si vous pouviez le définir, allez-y. On n'entend jamais défini positivement. C'est quoi cette identité menacée et en quoi est-elle menacée? Eh bien, laissez-moi. Je vous en prie. Il y a des éléments, ça dépasse le cadre du narcissisme des petites différences, c'est un narcissisme des grosses différences. C'est la confrontation de modèles culturels qui sont antagonistes. Alors je vous donne des éléments concrets. Voilà, rapidement parce qu'on va faire une pause. Eh bien, c'est quoi ces éléments tangibles? C'est un art de la table, c'est une conception de l'espace public, c'est une conception de la mixité sexuelle et sociale. Le couscous est l'un des plats préférés des Français dans les enquêtes d'opinion. Donc vous administrerez la preuve que les Français ne sont pas racistes. Et pour autant, ils sont populistes. Ça va contre votre démonstration à l'instant. Ils sont populistes parce qu'ils se sont appropriés. On récupère des éléments culturels en permanence. Évidemment, il y a des effets de seuil. Il y a à un moment donné la question de la masse critique. La gauche parlait il y a 30 ans d'effets de seuil de tolérance. Mitterrand en parlait, Rocard en parlait. Il y a 7% de musulmans en France. Comment vous pouvez imaginer que c'est un grand remplacement? Si c'est un grand remplacement, c'est un grand remplacement extrêmement lent. Alors, lisez le bouquin de Laurent Berton, La France interdite. Je préférerais dans ce cas-là lire les statistiques disponibles sur le pourcentage de Français qui sont de confession musulmane, ou plus précisément, c'est une estimation haute parce que les chiffres qu'on a, les derniers en date, sont ceux qui, de par leurs origines familiales, on impute qu'ils sont de confession musulmane, alors qu'en réalité, il faut encore amputer ceux qui... C'est un travail de déduction, puisque les statistiques ethniques sont interdites. Eh bien, même en faisant ça donne 7%. Mais vous n'enlèverez pas de l'esprit des Français que c'est du blanchiment statistique. Je vous interromps, on fait une pause et on revient tout de suite dans ce débat et je vous donnerai la parole, Annie Lacroix. L'hiver est la période à laquelle le Sahara renaît. Les palmiers des oasis sont l'objet de récoltes. Les gens attendent l'événement le plus important de l'année, le Festival du désert. Cette compétition est très dure. Les principaux chameliers ont passé l'année à se préparer pour un marathon éreintant. La veille de la course, une forte tempête de sable se lève. Faire face à la puissance de la nature est un défi permanent. Au fond, cette idéologie qui maltraite les migrants, c'est la même qui maltraite les précaires en Europe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur parce que ce qu'il se joue pour les migrants, c'est ce qui se joue chez nous par rapport à notre projet de société. Si on est un État qui durcit sa politique vis-à-vis des migrants, est un État qui durcit sa politique vis-à-vis de ses propres concitoyens. Sauf qu'en Europe, on le voit, les pays membres n'arrivent pas à se mettre d'accord justement sur comment traiter cette question migratoire. Je pense qu'il y a une erreur politique de nos élus d'avoir cru qu'en étant, on va dire, dur avec les migrants, ils feraient barrage aux formes d'extrémisme et notamment à la montée du Front National. On est quand même dans une situation où aujourd'hui des gens vont se noyer ou vont mourir dans des geôles en Libye et ça ne pose aucun problème à nos dirigeants. Je pense que oui, on est au bord d'une crise de valeurs et que l'Europe doit retrouver ses fondamentaux en matière de solidarité. On reprend ce débat avec Pierre Birnbaum, Anne Lacroix-Ry, François Bousquet et Thomas Guénolé. La parole est à vous, Anne Lacroix-Ry. Écoutez, moi je suis au contraire très frappée par la ressemblance entre la question des immigrés aujourd'hui et la question des immigrés dans toutes les phases de crise. On vient d'évoquer les difficultés d'assimilation présentées comme telles des populations immigrées. On sait que la France est un pays
qui depuis les années 1880, étant donné sa structure démographique et économique, importe massivement de la main-d'œuvre. Et cette importation massive de main-d'œuvre donne lieu, on va encore parler de complot, mais donne lieu à d'immenses campagnes contre les travailleurs immigrés qui sont menées, il faut le dire tout de même, par les mêmes intérêts qui possèdent la presse et qui, par ailleurs, possèdent des entreprises dans lesquelles travaillent ces travailleurs immigrés. Lesquels travailleurs immigrés, je ne parle ici que de l'industrie, on pourrait parler de l'agriculture, mais enfin c'est devenu un facteur extrêmement important, peu important aujourd'hui, c'est-à-dire des populations qui sont importées pour peser sur les salaires et qui, effectivement, pèsent sur les salaires parce que pour toute une série de raisons, d'autres facteurs de division des salariés empêchent qu'ils ne se sentent mais tous... alors, si je vous comprends bien, je vous donne la parole tout de suite, mais si ce sont les mêmes qui favorisent l'extrême droite et qui en même temps favorisent la venue des travailleurs immigrés... Mais bien sûr, parce que quand on regarde historiquement les choses, on décortique, ça ne relève pas du complot, ça relève tout simplement du dépouillement des archives. On s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'il est à la fois avantageux de faire venir en masse des travailleurs immigrés pour peser sur les salaires et de dresser la population contre ces travailleurs immigrés parce que toute division de la population est propice à une baisse nouvelle des salaires. Or, dans les pogroms de la fin du XIXe siècle, car il y a en France des pogroms, il y a en France des pogroms contre les Italiens, les fameux Italiens, les fameuses populations européennes assimilables, qui sont aussi peu assimilables que les Arabes ou les Noirs à une époque plus tardive. Donc vous avez des pogroms dans les années 1890 et des pogroms qui font des morts dans le sud-est, région fort propice d'ailleurs à ce genre de débordement, là encore pour toute une série de raisons qu'on n'a pas le temps d'examiner, mais enfin, les mêmes, organisent l'immigration et organisent le combat de la masse des populations contre l'immigration. Je signale qu'on est dans le même cas dans les années 1920 et 1930. Comment se reconstruit la France abattue par la guerre, par une importation massive? Je vais donner un exemple, qui est l'immigration des Polonais. Qui assure l'immigration des Polonais? Une société d'immigration privée qui a reçu tous les droits de l'État, qui est dirigée par un des industriels les plus importants, un des financiers les plus importants, par Henri de Peyrimov, qui est aussi un chef politique de la liquidation future de la République. Il gère sa société de telle sorte qu'on importe massivement des mineurs polonais, lesquels mineurs polonais, effectivement, pèseront sur les salaires. Comme il est indispensable que les salaires soient bas et que les travailleurs sont divisés, eh bien, le même effort est fait par la presse de Peyrimov ou de bien d'autres pour que les travailleurs français rejettent ces travailleurs immigrés. Nous sommes dans le même cas de figure, c'est-à-dire à chaque fois avec... Je vais vous raconter une anecdote très drôle. Je me rappelle un épisode de 1968 où un étudiant de la jeunesse communiste interpellait une jeune fille qui, à l'époque, était, je dirais, de ce qu'on appelle la gauche extrême, et il lui disait méchamment, mais il faut le dire non seulement avec faconde, mais une certaine justesse. Alors, je ne sais plus, Isabelle, ton papa, il les aime bien, les immigrés. Hein, les immigrés, il les importe en masse. Le même père, évidemment, trouvait qu'il y avait trop d'immigrés en France. Si on regarde les choses, c'est-à-dire si on observe les archives, eh bien, on voit en effet que ce sont les mêmes qui tirent les ficelles. Monsieur Birnbaum va peut-être parler de complot, peut-être pas d'ailleurs. Et nous sommes aujourd'hui dans le même cas de figure. Alors, il a été dit tout à l'heure que le Front National est tout à fait nouveau, parce que ça n'est plus le même Front National. Écoutez, quand vous regardez les archives policières, je suis désolée, le Front National est entièrement constitué à son origine avec des éléments
de la collaboration, pas seulement du vichisme qui est allé, je dirais, des hommes de sang. C'est comme ça. Je vous renverrai aux archives de la préfecture de police. Biaggi serait enchanté d'entendre ça. Écoutez, quoi qu'il en soit, et le MEDEF, votre discours. Nous échangerons nos éléments respectifs. Or, je rappelle que tout fascisme s'est nourri de ce que vous appelez le populisme. Le premier programme du NSDAP, du parti nazi, est un programme qui prévoit ce que la population prend pour des nationalisations, parce qu'il y est expliqué qu'il faut absolument se saisir de la propriété non allemande. Il y a les Juifs en dessous, évidemment, qui serviront de bouc émissaire. Qui paie dès le début? Vous m'entendez bien, dès le début, les nazis. Les grands patrons qui, dès le début des années 20, dans telle et telle ville d'Allemagne, utilisent les éléments nazis pour casser les grèves. Eh bien voilà, nous voilà au cœur du problème, c'est-à-dire on est en train de nous expliquer c'est d'extrême droite, pas d'extrême droite. Eh bien, le grand patronat, c'est comme ça, a financé à la fois ce qu'on appelle la droite républicaine, policée, etc., et puis l'extrême droite. Nous sommes dans un cas... Moi, je demande que nous examinions aussi soigneusement que nous pouvons le faire par l'examen des archives, que nous examinions les comptes, les réels comptes des organisations d'extrême droite. Je pense simplement que Florence Parisot, le baron Seyer ou Gattaz, vous corrigerez sur ce point-là. Le MEDEF attaque très violemment depuis 20 ans, depuis qu'il est MEDEF, depuis qu'il n'est plus CNPF, et même en fait il l'attaque de manière très antérieure. Rappelez-vous Bouygues, Bouygues appelant à mettre en concurrence, les marxistes devaient être assez sensibles à cette thématique-là, à mettre en concurrence la force de travail, en faisant appel à des armées de réserve, donc autrement dit du dumping social ou du dumping salarial si vous préférez, et de fait tous les grands patrons du CAC 40, et j'ai en tête Bouygues, Pompidou l'avait confessé à Philippe de Saint-Robert, c'était son plus grand regret d'avoir donné raison à Bouygues, disait-il, en tout cas à Saint-Robert. Pour autant, le MEDEF, me semble-t-il, Florence Parisot avait organisé sur le site d'HEC un nombre de forums consacrés à la diversité, à l'accueil des migrants, mais l'un n'est pas qui est très loin. Je m'interromps parce que je voudrais qu'on pose la question du populisme. L'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Du populisme de gauche ou d'extrême gauche. En quoi le populisme d'un Jean-Luc Mélenchon, d'un Jeremy Corbyn, d'un Bernie Sanders, d'un Chavez ou d'un Lula, certains mettent Lula aussi. Pierre Birnbaum, pour vous, qu'est-ce qui différencie ce populisme dit de gauche du populisme dit de droite ou d'extrême droite dont on parlait il y a un instant? Très simplement, il n'y a aucune dimension raciste et même, xénophobe dans le discours d'extrême gauche. C'est rarissime de l'avoir percé. Mais je pense que notre discussion s'est déportée vers la question de la migration. Et je pense que la question du populisme est moins liée au fascisme ou au problème de l'immigration qu'à la réflexion sur le pouvoir politique et sur l'État. Si M. Mélenchon se dit populiste lui-même, il dit « je suis populiste et je m'en honore, je crois ». Il le dit explicitement à de nombreuses reprises. C'est parce qu'il énonce une vision du peuple en France, par exemple, qui va à l'encontre d'un pouvoir qui est conçu comme une oligarchie, une caste. Et le populisme, me semble-t-il, et nous nous sommes éloignés, je pense, de cet axe qui est quand même essentiel, est une dénonciation, est une réduction du pouvoir de l'État à une caste, aux goinfrés, ceux qui se goinfrent, les seigneurs, ceux qui se goinfrent, ceux qui se bouffent, les gros. Il reprend ce vocabulaire en permanence. Il n'est pas le seul, François Ruffin aussi. C'est-à-dire qu'il y a un refus de voir que l'État existe et que l'État n'est pas les gros. Non, il y a un désaccord sur... pardonnez-moi, il y a juste un désaccord sur au service de qui sont les États. C'est tout. Il n'y a pas de... Je ne suis pas d'accord du tout avec vous, parce que la notion d'État n'intervient pas dans son discours. Ni l'État. L'ENA, c'est les gros, c'est les riches, c'est Rothschild. C'est-à-dire qu'il y a une idée, il y a une absence radicale de réflexion sur l'État à la française, et qui est absolument scandaleuse, en particulier sur la France, puisque l'État en France est véritablement
différencié, fort, structuré. Il ne peut pas se réduire simplement à une oligarchie qui domine un peuple impuissant. Il y a là, au fond, quelque chose de tout à fait essentiel, et je pense que c'est cette question-là qui méritait que l'on discute beaucoup plus. Il y a malheureusement, par exemple, chez M. Mélenchon, mais il s'en réclame lui-même, et il le dit explicitement, une vision populiste, en effet, j'en suis fier, etc., qui est négatrice de l'État à la française, du pouvoir à la française, et qui ne voit pas à quel point l'État en France, et l'ENA par exemple, il y a une dénonciation de l'ENA et des hauts fonctionnaires, ne se réduit pas du tout au pouvoir des patrons ou au pouvoir de l'oligarchie. Qu'il y ait des liens entre l'un et l'autre, c'est bien possible, mais de montrer que l'un est au service de l'autre, c'est une autre paire de manches. Alors, réponse de Thomas Guénolé ? Oui, alors là-dessus, ce que j'ai appelé, vous citiez mon livre tout à l'heure, la mondialisation malheureuse. Il s'agit d'un projet politique qui, pour le coup, là, est internationaliste à sa façon. C'est un projet politique de pillage des ressources, de pillage des richesses au profit d'une infime minorité de la population, et c'est en cela qu'il est oligarchique. Au sens strict, l'oligarchie, selon Aristote, c'est le gouvernement par une petite minorité au profit de cette petite minorité et au détriment de tous les autres. Est-ce que nous pensons qu'aujourd'hui, la finance, les puissances d'argent, les très riches, ce qui est une infime minorité de la population, sont plus forts que le pouvoir politique, ou qu'en tout cas, le pouvoir politique, le pouvoir étatique, et en l'occurrence l'État, leur est assujetti et pour des raisons d'adhésion idéologique des décideurs, va dans le sens de leurs intérêts? Oui, nous le pensons. La fameuse théorie du ruissellement, c'est même cette logique-là de manière explicite. Nous mettons notre politique fiscale au service des plus riches parce que nous pensons que cela va ruisseler sur, y compris jusqu'aux plus pauvres. Et donc nous ne disons pas, monsieur, effectivement nous avons un désaccord d'analyse, nous ne disons pas à la France insoumise que l'État n'existe pas ou que l'État ne peut rien, ou nous pensons, nous, que l'État peut beaucoup. Simplement, nous disons que les gouvernements actuels, et si je me restreins à la France pour simplifier, mais je pourrais dire autant des États-Unis, nous disons que les gouvernements, depuis au moins ces 20 dernières années, vont systématiquement dans des politiques qui nous retirent des droits sociaux, qui nous retirent des protections sociales, qui nous retirent des services publics, qui amoindrissent, un peu comme une espèce d'automutilation, qui amoindrissent la puissance de l'État par des politiques d'austérité, de coupes budgétaires, etc., et par des politiques explicites au service des plus riches. Que ce soit en nous rendant, nous tous, je parle au sens les dominés, c'est-à-dire notamment le salariat, les chômeurs, les précaires, etc., en nous rendant plus facilement taillables et corvéables à merci parce que nos salaires sont délibérément écrasés et que nous sommes de plus en plus faciles à virer, ce sont les réformes du Code du travail, parce que les services publics auxquels nous avons droit jusqu'à présent sont de plus en plus remis en cause, parce que, je le disais tout à l'heure, les politiques fiscales sont explicitement en train d'amoindrir les impôts qui touchent surtout les plus riches et d'augmenter les impôts qui touchent surtout soit la vaste population, soit les plus pauvres, TVA, CSG. Et donc, notre idée, c'est simplement, au lieu d'avoir une puissance étatique qui, y compris les énarques, c'est-à-dire le vivier de hauts fonctionnaires, s'est perverti par rapport à sa mission au service de l'intérêt général et qui est dans un intérêt oligarchique, nous proposons simplement de remettre la mission traditionnelle de l'État républicain, et sur cette définition, je vous rejoins, monsieur, de remettre la puissance étatique, de remettre les hauts fonctionnaires au service, dans l'avenir en commun, je vous assure qu'il est notre programme, c'est tout à fait clair, mais je suis content qu'on puisse avoir cette conversation pour le clarifier en tout cas. Et donc nous proposons simplement de remettre l'État républicain, le gouvernement républicain, la République est un projet politique, il faut le rappeler, et les hauts fonctionnaires censément républicains, mais qui sont essentiellement occupés pour une partie d'entre eux dans les centrales administratives à détruire en fait l'État, de les remettre au service de la juste cause de notre point de vue, c'est-à-dire le projet républicain. Le projet républicain, projet idéologique, concret, de liberté plus égalité plus fraternité, c'est indissociable. François Bousquet, je vous donne la parole juste après. François Bousquet, quelle différence voyez-vous entre les populismes de gauche et de droite? Il y a la question de l'immigration est centrale, sauf qu'elle est en train de s'inviter à gauche et qu'elle est en train de fracturer. Je pense qu'elle va fracturer les insoumis. Elle s'est invitée en Allemagne, puisque vous avez vu, il y a une scission, c'est pas une scission, mais on a créé la femme d'Oscar Lafontaine, Sarah, pardonnez-moi, le nom est difficilement prononçable, mais ça a créé un parti debout pour introduire. Mais elle vient d'Allemagne de l'Est, spécialiste de Marx, elle-même fille d'Iraniens, pour parler de la question des migrants au sein de la gauche en Allemagne. Cette division fracture la France insoumise. On l'a vu avec la sortie de Kuzmanovic, donc qui était le porte-parole des insoumis qui est venu dans cette émission, voilà, qui était à l'Observateur il y a un mois. Donc malgré tout, cette thématique est en train de s'inviter. Cela étant, pour répondre à votre question, si
De fait, hein, l'oligarchie, le système, hein, c'est ce que de Benoît appelle le moment populiste. Aujourd'hui, au lieu d'avoir un clivage horizontal, de la gauche vers la droite, on a un clivage vertical. Donc, malheureusement. Ils n'ont pas la même définition. Excusez-moi. Mais attendez, laissez-le terminer. Ils n'ont pas la même définition. Laissez-le terminer. Mais la pierre d'achoppement, le point d'achoppement, c'est la conception du peuple. Hein. Et ils n'ont pas de projet social, on l'a dit tout à l'heure. Si vous voulez, Marine Le Pen, je crois, enfin, le Front National, enfin bon, peu importe, c'est pas le sujet. La différence centrale, c'est la question du peuple. Hein. C'est que le peuple, pour le populisme de gauche, n'a pas d'antériorité politique. Hein. C'est pas une construction historique sur la longue durée. Le peuple s'inscrit pas dans le temps long. Le peuple s'auto-constitue politiquement. Au fond, c'est la différence entre une identité qui ne serait que républicaine, hein, et dans laquelle les insoumis pourraient se reconnaître, hein, et une identité qui serait nationale, hein, donc qui dépasserait le cadre républicain. National, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la construction. C'est la construction. Le béret, ça, c'est tardif. C'est tardif. C'est le mythe gaulois, mais qui est tardif également. C'est une construction. C'est une construction. Mais faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir en caricaturant. Pas plaisir du tout. Non, c'est une construction. Un peuple, c'est une construction sur la longue durée. Il y a un peuple, grand auteur. Il y a un peuple qui est pré-politique, hein, qui préexiste à sa constitution politique. Hein. Et ça fait le peuple français, ça fait 1500 ans, sinon plus, hein, qu'il s'est construit sur le temps très long. Et donc, évidemment, les insoumis ont une perception différente du peuple, parce que le peuple est une création ex nihilo, c'est une création politique. Hein. Et donc, c'est une différence, me semble-t-il, centrale. Hein. Alors, Annie, je voudrais revenir sur la conception de l'État de M. Birnbaum, qui a semblé imputer à la gauche une espèce de vision, notamment aux insoumis ou à d'autres, une vision caricaturale de l'État. C'est votre point de vue, chère madame. Non, vous avez imputé à ces gens une vision caricaturale de l'État. C'est votre point de vue caricatural, c'est ça. Continuez, expliquez-vous. Simplement, je voudrais observer que cette conception de l'État est une conception qui ne correspond pas du tout aux réalités, car l'État n'est pas du tout simplement un État structuré, en quelque sorte, finalement, une sorte d'arbitre qui a son autonomie ou son mode de fonctionnement autonome ou indépendant. L'État est relié aux classes sociales. Et l'État, si on regarde là encore les sources, effectivement, qui sont un peu contrariantes, l'État, en effet, est, je dirais, à ses plus hauts niveaux, l'apanage de gens qui appartiennent tous au même milieu, qui sont assurés, il faut le dire d'ailleurs, dans les revers de l'histoire, dans les difficultés de l'histoire, d'une impunité absolument complète, totale, qui n'est pas d'ailleurs forcément toujours l'impunité des hommes de sang. C'est le cas d'ailleurs quand ils sont à la fois hommes de sang et appartenant à cette élite. Et je veux quand même faire observer que cet État ne réserve pas du tout le même sort à la masse de la population et à la petite minorité étroite. Prenons un exemple de la formation de l'Institut libre des sciences politiques, devenu l'Institut de l'École libre des sciences politiques, devenu l'Institut d'études politiques. Quel est le summum du summum de l'élite, dont parle d'ailleurs Marc Bloch dans son remarquable petit ouvrage rédigé à chaud, c'est-à-dire L'étrange défaite. Il fait remarquer que les hauts fonctionnaires ont passé leur temps à mépriser cet État qui était si bonne fille pour eux, et par conséquent à ne pas servir l'intérêt national, l'intérêt collectif qu'ils étaient censés servir. En effet, vous avez... Et vous pourriez tout de même, enfin je veux dire, ça ne relève pas de l'interprétation, c'est la réalité brute. On peut remarquer qu'au sommet de cet État se trouve l'inspection des finances, que l'inspection des finances va peupler les grandes banques, qu'il n'y ait pas de grands banquiers qui ne viennent pas de cette inspection des finances. Et je puis vous dire, pour en connaître un bon nombre et les avoir beaucoup suivis dans les années 1930 et les années 1940, que quelle qu'ait été leur responsabilité, y compris d'ailleurs dans le racisme que vous avez à bon droit dénoncé, dans l'antisémitisme, aucune punition n'a été prévue. Est-ce que, oui ou non, il y a un État qui sert plus les uns que les autres? C'est absolument incontestable. Pourquoi est-ce que la question n'est jamais posée? Parce que, précisément, on ne donne pas une vision honnête, je dirais, tout simplement objective, des rapports entre ceux qui possèdent les biens, ceux qui possèdent les capitaux, ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas.
quant à ce qui a été... Je voudrais juste une réaction de Pierre Birmone. Ce discours très convenu et très classique et d'un marxisme tellement éloigné, tellement ridicule, je n'y répondrai pas trop. Simplement, je pense que... C'est dommage, nous pourrions évoquer quelques inspecteurs des finances, si vous le souhaitez. C'est évident. Nous pourrons le faire en un autre lieu. Vous savez, du mal, il y en a partout. C'est peut-être marxiste. Pas pour autant que... C'est peut-être marxiste, mais c'est factuel. Écoutez, vous êtes parfaitement libre de suivre le type de théorie auquel vous intéressez depuis toujours. Ça ne relève pas de théorie, ça relève des faits. Je pense que là, nous sommes au cœur tout de même de notre problème aujourd'hui, c'est-à-dire du vocabulaire qui est utilisé. Votre vocabulaire en permanence, de même que le vôtre, malheureusement, c'est toujours minorité, masse, foule. Vous voyez. Or, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, je dirais, et n'interprétez pas mal ce que je suis en train de vous dire, et si vous m'avez lu, je pense que vous comprendrez exactement ce que je signifie. Il est triste, à mon sens, que ce vocabulaire démagogique de réduction des réalités politiques soit partagé à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Si vous regardez ce vocabulaire, par exemple, du dégagisme, Marine Le Pen le fait sien en permanence. Elle dit elle-même « dégagez, dégagez ». Vous avez vu, elle reprend ce discours. L'oligarchie... Mais Macron ne dit pas autre chose. Je vous laisse. Elle reprend... Le nouveau monde était dégageur. Oui, enfin, pas dans le même sens. Je pense qu'il y a malheureusement un vocabulaire commun, une négation de la réalité politique de la société française, et l'État en France, heureusement d'ailleurs, jusqu'à présent, n'est en rien réductible aux vieilles théories du capitalisme monopoliste de l'État. C'est votre jugement, ce n'est pas le mien. Oui, voilà, et vos archives, j'en dispose d'autres. Je suis un spécialiste de l'administration française et de l'État, donc je peux autant avoir de dignité à vous répondre que vous, madame. Et je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental pour comprendre le populisme, c'est-à-dire la négation de l'autonomie du politique et presque de l'indépendance du politique, qui est particulièrement forte dans la société française, où l'État s'est construit comme effectivement un bastion impénétrable aux intérêts économiques très longtemps, même si parfois il est malheureusement dans des crises économiques, dans des formes de corruption, il est tombé dans des formes de corruption qui sont parfaitement inacceptables. Alors Thomas Guénolé ? Oui, plusieurs choses. Oui, bien sûr. Plusieurs choses. D'abord... pas trop de choses non plus. Oui, mais j'essaie de faire court à chaque fois. Donc, sur la question immigration, migrants, etc., la France Insoumise, elle a une ligne politique. Et cette ligne politique est très précise. On est pour l'accueil humanitaire des réfugiés. On est pour la régularisation des travailleurs sans papier. On est pour la création d'un nouveau statut de réfugié économique et de réfugié climatique. Et nous sommes contre l'exploitation des immigrés pauvres, mais notre réponse à ça, c'est l'égalité de traitement social, l'égalité des salaires entre ceux qui sont d'arrivée récente et ceux qui sont là depuis N générations. Donc, je veux bien que tel ou tel exprime des choses qui sont plus ou moins différentes, mais la France Insoumise a une ligne, et c'est celle-là et pas une autre. Premier point. Ensuite, sur la question d'une identité culturelle de la France. Très brièvement, encore une fois, j'ai promis, je tiendrai parole, l'identité culturelle de la France, par définition, elle est évolutive. La meilleure preuve, c'est que, et je m'en tiendrai là pour la démonstration, la France porte le nom d'une tribu germanique, et elle porte une langue qui vient d'Italie, sa religion historiquement dominante vient du Proche-Orient, et parmi les plats les plus aimés de la population française dans les enquêtes d'opinion, vous avez le couscous et la pizza. Donc je ne suis pas en train de... Donc je ne suis... Et la blanquette de veau, enfin bref, ceci pour dire... Et la Bourgogne s'appelle la Bourgogne du fait des Burgondes, enfin je pourrais continuer comme ça assez longtemps. L'identité culturelle est quelque chose d'évolutif, et donc défendre une identité culturelle par rapport à des nouveaux ingrédients, ça n'a historiquement aucun sens. Ensuite, sur nos éléments de désaccord, monsieur, sur ce que vous disiez. Nous ne disons pas, à la France Insoumise en tout cas, nous ne disons pas que l'État ne peut pas être puissant, que la sphère politique ne peut pas être autonome. Nous disons, en revanche, nous affirmons que depuis grosso modo 20-25 ans, des courants idéologiques politiques se sont entrepris à mettre la puissance d'État, la puissance du gouvernement et une partie, j'insiste, et là-dessus nous serons sans doute d'accord, une partie des hauts fonctionnaires, en particulier une partie de l'inspection des finances, ça a été mentionné, mais pas seulement, au service d'un projet qui est un projet de destruction ou d'affaiblissement au moins de la puissance étatique, d'autodestruction, des services publics, des protections sociales, etc. Et la meilleure preuve, monsieur, que nous croyons absolument à l'autonomie de la sphère politique et à la puissance de l'État, c'est que notre projet politique consiste à vouloir les remettre au service de l'intérêt du plus grand nombre, et c'est cette définition-là que nous donnons du peuple et du populisme de gauche par extension.
Je vous avais promis de faire court, j'ai tenu François parole. Bousquet, qu'est-ce qui vous sépare au fond, à part l'identité je vais pas revenir sur ce sujet-là. La construction, c'est un processus au long cours, c'est un processus alluvionnaire, par sédimentation, ça se fait vraiment sur le temps très très long. Mais on est d'accord, on va parvenir. Et ça tombe sous le sens. C'est surtout incontrôlable comme phénomène. La culture évolue, que vous le vouliez ou non. Il ne s'agit pas d'essentialiser un peuple, en aucun cas, mais non plus de le désessentialiser. Mais c'est pas le chapitre le plus... Enfin, c'est une opposition, on l'a compris. Moi, c'est un troisième point que j'aurais souhaité aborder sur cette poussée populiste, cette contagion populiste qu'on n'a pas évoquée, que j'ai évoquée dans la définition lapidaire de notre présentation des uns et des autres. C'est le déni de la démocratie. Il est apparu très clairement aux yeux des Français en 2005, quand il y a eu le non au TCE, 2 ans après la ratification des parlementaires. Donc les Français ont eu le sentiment d'avoir été dépossédés de leur souveraineté, que leur souveraineté a été confisquée. Et Pierre-André Taillefer, qui est un homme qui ne prend pas au sérieux le populisme en tant que contenu, mais qui le prend au sérieux en tant que manière d'être, en tant que style, dit qu'au quand même, au cœur du populisme, il y a ce qu'il appelle une demande d'hyper-démocratisme. C'est-à-dire que les gens demandent beaucoup plus de démocratie directe, de démocratie référendaire. Alors évidemment, les gens qui sont opposés au populisme parlent de démocratie plébiscitaire. Mais il y a une demande de démocratie au fond des peuples. Comment se fait-il que la France insoumise, le Front National, alors ça s'appelle Front National, et Dupont-Aignan, qui font 45% au premier tour, avec des gens qui ne votent pas, avec 4 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, donc les abstentionnistes, et 4% de députés. Il y a un problème de représentation. Tous les peuples sont confrontés à ce problème de représentation. Il y a un déni de représentation. Donc dans la demande populiste des gens, il y a un désir, il y a une demande d'être réellement représentés. Vous êtes d'accord avec ça Malheureusement, on ne peut qu'être d'accord. Oui. Ben, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un autre numéro d'Interdit d'interdire. Et je vous souhaite une très bonne soirée.